Ok. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons voir l'intro à MongoDB. Donc on va essayer de parler un peu de la base de données MongoDB avec vous. Nous avons déjà parlé de la base de données Real-Time Database. J'espère que vous n'avez pas oublié. Apprenez, travaillez, etc. Et donc nous allons aussi parler aujourd'hui maintenant de MongoDB. Et donc MongoDB comme Real-Time Database est aussi une base de données NoSQL. Ça veut dire ils ont la même structure que Real-Time Database. Ils utilisent des collections et des documents. Donc on avait déjà parlé de ça. C'est quoi une collection et c'est quoi un document? Ça, vous n'avez pas oublié, non? Voilà, mais je fais juste un rappel rapidement. Donc on avait dit qu'une collection est représentée par exemple sur une table, sur une base de données SQL, c'est qu'on appelle table. En NoSQL, c'est ça qu'on appelle collection. Et ce que vous appelez champ ou données en SQL, en NoSQL, c'est ça que nous on appelle document. Donc c'est les objets qui sont contenus dans une collection. Dans une collection, en d'autres termes, ici chez nous, c'est un tableau d'objets. C'est bon? Voilà. C'est juste une collection, c'est juste un tableau d'objets. Ok? Et les objets, c'est ça que nous appelons des documents. On en a vu avec Real-Time Database. Aujourd'hui, nous allons voir MongoDB. Pourquoi, déjà je tiens à le dire, pourquoi vous montrer MongoDB alors qu'il y en a plein. Il n'y a pas que MongoDB qui existe comme base de données NoSQL. Nous avons vu Real-Time Database. Il y a les cours sur Firestore. On n'a plus assez de temps. Je vous invite à aller regarder les cours sur Firestore, même à la fin de la formation. Voilà, vous avez les cours sur la chaîne YouTube. Allez le regarder, c'est très important. Je vous conseillerais même de regarder l'exercice sur la messagerie qu'on avait fait en temps réel. Ça va beaucoup vous aider à voir comment fonctionne le temps réel de Firestore. Donc, maintenant, pourquoi nous on choisit MongoDB dans cette formation? On parlera bien sûr, comme j'avais dit, de la semaine, je crois que c'est la semaine prochaine, non? Voilà, quand on attaquera Node.js, on parlera aussi des bases de données SQL avec Prisma et PostgreSQL. Mais pour aujourd'hui, cette semaine sera consacrée à MongoDB. Ce n'est pas une base de données compliquée. Voilà, c'est une base de données assez simple, très facile à manipuler, surtout que nous allons directement l'utiliser dans nos applications, etc. et autres. Voilà. C'est un peu peut-être plus légèrement complexe que Real-Time Database, parce qu'ici, c'est nous-mêmes qui gérons toute l'architecture, alors qu'avec Real-Time Database, l'architecture était gérée par Google. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas compliqué en soi. Donc, c'est l'une des bases de données les plus utilisées au monde entier. Voilà. Je vais ouvrir GPT, hein, comme d'habitude. On va voir l'importance de MongoDB. Excusez-moi. Je vais zoomer, on va demander c'est quoi Mongo? C'est bon? MongoDB et pourquoi les grandes entreprises l'utilisent. Point. Je vais lui dire donne des exemples d'entreprises pour que vous puissiez voir quelles sont les entreprises déjà qui ont adopté MongoDB. Voilà, on dit MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents, je viens de l'expliquer, conçue pour être scalable, donc quelque chose qui évolue, flexible et performante. Ça veut dire rapide. Voilà, et performante. Surtout pour les applications modernes comme les sites web, les applications mobiles, l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet des objets. Hein. Ok, voilà. C'est ce qui utilise les Alexa, les Google Home, c'est ça qu'on appelle IoT, etc. Il dit, c'est quoi MongoDB en réalité? Il dit, MongoDB stocke les données sous forme de documents JSON ou BSON, binary JSON, au lieu des lignes et des colonnes comme des bases relationnelles. J'espère que tu suis le cours. Ok. Plutôt comme dans les bases relationnelles MySQL, PostgreSQL, que nous parlerons la semaine prochaine. Chaque document peut avoir une structure différente, ce qui rend MongoDB schéma flexible. C'est-à-dire quoi? Dans une base de données NoSQL, eh bien, il n'y a pas de relation en tant que telle. C'est-à-dire chaque document, je crois que j'avais déjà expliqué ça, peut avoir ses propres propriétés en fait. Même s'ils sont dans la même collection, mais ils sont indépendants. Donc je peux avoir par exemple de la collection user
un document qui n'a pas de sexe et un autre document qui a la propriété sexe. Donc, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contrainte, contrairement à une base de données SQL où une table, tous les données d'une table doivent respecter les mêmes champs, les mêmes contraintes. Voilà, ça, ici, il n'y a pas trop ce truc-là. MongoDB est une base de données non relationnelle, mais permet des relations simples via des références ou des sous-documents. Donc là, il nous donne un exemple. On a déjà vu ça avec Retam. Vous voyez que c'est la même chose. Comme j'ai dit, une collection est un tableau d'objets JavaScript. Ok. Excusez, par exemple, là, on a un document qui contient des commandes. Par exemple, un document de client. Un document client qui est encore un tableau de commandes qu'il a eu à commander, par exemple. Voilà. Pourquoi les grandes entreprises utilisent MongoDB? Il dit scalable horizontalement. Il dit MongoDB est très efficace pour gérer des grandes quantités de données distribuées sur plusieurs serveurs. C'est-à-dire, grâce au fait que c'est un truc qui évolue rapidement, donc ça donne des données très vite. C'est-à-dire que vous pouvez, je prends un exemple basique, hein, vous pouvez charger même plus de 10 000 données MongoDB à une vitesse très élevée. Contrairement à celui de SQL où chaque donnée doit d'abord être traitée avant de vous être envoyée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il dit performance, il dit accès rapide aux données, même à grande échelle, je viens déjà de le dire. Flexibilité, pas besoin de définir un schéma rigide au départ, idéal pour les projets agiles. Haute disponibilité, il dit réplication automatique des données, donc réplica 7. On connaît déjà c'est quoi les systèmes de réplica, c'est-à-dire ça vous permet de répliquer des données sur plusieurs serveurs très rapidement. Cloud Ready, donc disponible sous MongoDB Atlas, que nous allons en parler, très utilisé dans les architectures modernes, serverless, microservices. Idéal pour les applications temps réel. Donc, vous avez besoin d'une application qui gère le temps réel, parce que les applications qui gèrent le temps réel, ce sont des applications qui ont besoin de données très vite, très rapidement. Et donc, MongoDB, comme c'est une base de données hyper performante, MongoDB, je tiens à préciser, ne fait pas du temps réel. Je tiens à préciser. MongoDB, contrairement à Retam Database ou Firestore qui font du temps réel, MongoDB ne fait pas du temps réel, mais il est idéal pour des applications qui demandent des données en temps réel. Pourquoi? Parce que vous voyez que les données sont des objets, ça ne pèse pas. Ce sont des données qui sont très légers. Je prends un exemple basique. Hein. Un document MongoDB dans une base de données NoSQL peut faire peut-être 1 kg ou moins d'1 kg d'octets. Ce qui fait que lorsqu'on demande cette donnée-là, c'est très rapidement servi. Or, les applications temps réel comme les messageries, les tracking, par exemple, vous savez les tracking, non? Les GPS, etc., ont besoin de données très vite. Est-ce que vous voyez? Donc, si on utilise ici une base de données, par exemple SQL, certes que les données vont venir, mais avec un certain retard de quelques millisecondes, contrairement à MongoDB qui vous offre des documents très vite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que MongoDB, ce qu'il fait, en fait, toute base de données NoSQL, ce qu'il fait, c'est quoi? Il ne vous donne que ce que vous lui avez demandé. C'est-à-dire, je prends un exemple basique. Je suis en train de rechercher un utilisateur dans une collection user. Maintenant, ce que fait une base de données SQL, c'est quoi? Il va rechercher dans toute la table user l'utilisateur qui correspond à ce nom-ci. Contrairement à MongoDB qui a un système d'indexation, chaque élément est indexé. Donc, si je demande un user qui a pour ID par exemple 2, il ne va pas rechercher dans toute la base de données. Il va voir quel est l'index appartenant à ce user-là. Automatiquement, il me renvoie la donnée. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas le temps de tout parcourir à zéro. Il est plus rapide, contrairement au SQL. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les entreprises l'utilisent beaucoup pour les applications qui demandent vraiment des données en temps réel, les tableaux de bord, les tracking, vraiment les internets des objets, etc. et autres. Voilà. Mettons d'ici, exemple, les entreprises qui utilisent MongoDB. Vous avez déjà Adobe pour la gestion des contenus numériques. Donc, vous savez vous-même que Adobe, c'est l'une des plus grandes entreprises du monde. Et oui. Vous avez eBay pour stocker certains logs utilisateurs et fonctionnalités en temps réel. Vous savez eBay, non? Voilà. Vous avez Spotify, vous avez Uber. Donc, voilà, vous savez, moi, Uber pour la localisation en temps réel, toutes les données. Voilà, c'est comme fait un peu Yango.
Vous avez Verizon, bon ça je ne sais pas, ça pour le traitement des données temps réel. Vous avez RTL, hein, voilà, et d'autres télécoms. RTL c'est un réseau comme MTN, c'est le concurrent même de MTN chez nous. Voilà, pour des systèmes internes et à forte charge, vous avez Forbe pour la gestion des archives et métadonnées éditoriales. Voilà, donc vous avez ici pas mal de données. Bon là, il nous donne, comment vous appelez ça, une petite comparaison entre MongoDB et MySQL. Voilà, il dit à retenir, MongoDB est particulièrement adapté aux applications modernes, aux projets à évolution rapide ou aux données non structurées. Les grandes entreprises l'utilisent là où MySQL ou PostgreSQL deviennent trop rigides ou peu performants. Voilà. Mais car cela ne tienne, vous allez voir qu'il y a des applications où on utilise les deux bases de données. On met MongoDB et MySQL, par exemple, et PostgreSQL à côté. En fait, pour quelle raison? Je vous explique. Les applications qui demandent des relations à forte croissance, c'est du SQL qui gère ça très bien. C'est-à-dire beaucoup de relations, c'est-à-dire que les documents sont liés les uns aux autres, il y a plein de relations par-ci par-là. Là, on a besoin d'une base de données relationnelle. Donc les entreprises, c'est qu'ils font quoi? Tout ce qui demande relation, analyse des données avec les data scientists, etc. et autres, ils utilisent SQL. Maintenant, les données qui doivent être chargées en temps réel, ils utilisent MongoDB ou bien Firestore ou bien Real-Time Database. Là, ils balancent sur du NoSQL. Par exemple, on a vu tout à l'heure sur Uber. Uber, lui, il utilise du MongoDB juste pour la géolocalisation, en fait, vu que les données doivent être en temps réel. Et dans les autres services, certains ils utilisent du SQL parce qu'ils ont des relations clients, etc., etc. Mais car cela nous tient, tout ce que fait SQL, eh bien, NoSQL le fait aussi. Voilà. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises sont en train de migrer vers du NoSQL. Bon, certes que le SQL a aussi évolué, PostgreSQL a évolué avec le système de cloud, etc. et autres. Donc les deux vont dans la même direction. Il y a PostgreSQL, MySQL et MongoDB qui sont les bases de données actuellement les plus utilisées au monde. Voilà. Je peux vous montrer Stack Overflow de 2024. Bon, celui de 2025 est en cours de téléchargement, s'il faut que je dise comme ça. Quand je dis en cours de téléchargement, ça veut dire que, non pas peut-être en cours de traitement, en fait les votes ont commencé, parce que chaque année, en fait, on ouvre, comment on appelle ça, on ouvre un cahier de vote où les développeurs votent, les entreprises votent pour choisir quelle est la technologie la plus avancée qu'ils ont aimée de l'année. Voilà. Donc en 2024, Stack Overflow, sur les bases de données, on avait quoi? Non, je vais aller sur développeur profil. Voilà. Non, pas ici. Technologie. Voilà. Et je vais gagner en temps. Voilà. Ça, c'était en 2024. JavaScript dominait toujours la toile. Voilà. Mais là, je crois bien que c'est. Comment vous appelez ça? C'est Python qui a pris le relais. Mais on va voir en décembre quand ils vont faire sortir le résultat final. Ok, donc vous voyez ici sur les bases de données, on vous dit PostgreSQL, bon, je vais mettre ça en français, moi je ne lis pas anglais. Excusez-moi. Voilà, on dit PostgreSQL a fait ses débuts dans l'enquête auprès des développeurs en 2018, lorsque 33% des développeurs ont déclaré l'utiliser contre MySQL pour l'option la plus populaire cette année. MySQL utilise 59% des développeurs. 6 ans plus tard, PostgreSQL est utilisé par 49% des développeurs. En fait, c'était MySQL qui dominait. Voilà, mais après, PostgreSQL a pris le contrôle depuis, je crois, 2018. Voilà, jusqu'à maintenant. Vous voyez que ici nous avons PostgreSQL, ensuite vient MySQL, donc les deux bases de données SQL qui vont, ça c'est tous là, ça c'est des bases de données SQL. Et les bases de données SQL les plus utilisées, vous avez Postgre, MySQL, vous avez SQLite. Bon, SQLite est beaucoup utilisé pour les applications mobiles parce qu'on héberge SQLite directement dans l'application. C'est comme juste un fichier. Donc, la majorité des jeux vidéo que vous jouez sur les Android et autres, voilà, utilisent du SQLite ou bien Firestore comme base de données. Après, vous avez Microsoft SQL. Voilà. Tout ça, ce sont des bases de données SQL qui sont en premier lieu. Et dès qu'on entre sur les bases de NoSQL, on tombe sur MongoDB qui a la contribution 1, 2, 3,
4, 5e place. Mais je vous informe déjà que MongoDB est au-dessus à l'heure où je vous parle de Microsoft SQL et même de SQLA. C'est-à-dire après PostgreSQL vient MongoDB. On va voir ça lorsqu'ils vont publier l'événement de 2025. Vous allez voir que MongoDB a monté actuellement. Voilà. Les gens, en fait, les entreprises n'aiment plus trop utiliser Microsoft SQL parce que ça demande trop cher. Voilà. Le coût du budget est un peu élevé si vous utilisez du serveur, le Microsoft Server SQL. Mais c'est utilisé par des grandes entreprises, des grandes marques. Ok. Il y a beaucoup quand même. Tu dis? Il y a beaucoup quand même. Ouais. Ici, si je demande à GPT quel est le classement, lui, il peut nous ouvrir pour d'autres plateformes, hein, le classement de MongoDB en 2025. On va voir ce qu'il va nous dire lui. Et en 2025, selon le classement DB Engine, c'est lui qui mesure la popularité des systèmes de gestion de bases de données à partir de plusieurs incarnats. Dit MongoDB, voilà, on a lu ça tout à l'heure, non? Est classé 5e base de données la plus populaire sur 424 systèmes répertoriés derrière PostgreSQL et devant Snowflake, je ne sais pas c'est quoi. Et Efficient Score, voilà, tendance. Durant la première trimestre de 2025, MongoDB a été le 3e système ayant le plus progressé en popularité. Vous voyez, ça c'est celui de mars 2025. Celui qu'on a lu était de 2024. Vous voyez que ça a augmenté. Donc, après PostgreSQL vient actuellement MongoDB. Voilà, mais sa croissance semble ralentir comparée à d'autres grands gagnants du classement. Voilà. Donc ça commence à monter. Bref. Donc, on nous donne ce qu'on vient de voir. C'est On nous a donné ce qu'on vient de Non, voir. lui il a donné même l'inverse même. Parce qu'il a mis en premier Oracle, mais Oracle a disparu même. En fait, pas disparu en tant que tel, hein, mais est venu plus bas en fait. Plus bas, ouais. Donc, lui il a fait en fait l'inverse de ce qu'on a vu. Voilà. Et on vous dit, MongoDB reste le leader des bases de données NoSQL orientées. Documents, mais ça de toute façon, c'est toi le machin truc. Bref, donc voici un peu les avantages d'utiliser MongoDB. Donc une base de données que les grandes entreprises aiment utiliser et souvent on associe avec les bases de données SQL. Donc je tiens à dire par là, avant que nous ne continuions plus loin, je tiens à dire par là, c'est que c'est quoi? Je vous ai montré Real-Time Database. J'ai dit vous allez suivre aussi Firestore. Mais vous allez remarquer que dans la majorité des entreprises, ici surtout en Afrique, les bases de données qu'eux aiment utiliser, c'est MongoDB ou bien du SQL, ça veut dire PostgreSQL ou bien MySQL. Donc, rare des entreprises, vous allez croiser, utilisent Real-Time ou bien Firestore. Rare. Ici en Afrique, je parle bien. Voilà, parce que nous en Afrique, on aime rester en retard des choses. Donc, si vous allez dans une entreprise et qu'eux, ils vous proposent leur base de données, vous utilisez leur base de données. Si par contre, ils ne vous proposent pas une base de données à faire, c'est à vous de choisir quelle est la base de données qui vous sentira plus à l'aise. Est-ce que c'est Real-Time ou bien Firestore ou bien MongoDB. Voilà. Maintenant, si vous imposent leur base de données, vous restez dans leur base de données. D'accord? Mais au moins, vous avez toute une panoplie de bases de données à votre portée. Ok. Maintenant, MongoDB a son site officiel. Donc, je vais entrer, vous tapez mongodb.com. Voilà. Je vous invite à frapper ça dans vos navigateurs. mongodb.com. Vous allez tomber sur ce site-là. Je vais le mettre en français, non pas en anglais. Voilà. mongodb.com. Oui. db.com. Voilà. Et puis vous pouvez changer. Ici, moi j'ai changé la langue. Vous pouvez mettre ça en français si vous voulez. Voilà. Si tu enlèves le truc là, tu vas voir là où on a le symbole. Hein? Non, parce que ton truc l'a traduit en français. Tu pouvais aussi le traduire, c'est pas grave. Je vais poser une question. Est-ce que MongoDB a été Atlas, ça sera la même chose? C'est là où je suis en train de venir. Ça, c'est le site officiel de MongoDB. D'accord? Donc, en fait, MongoDB vous propose deux choses. Vous avez ce qu'on appelle par la version Community et la version Atlas. La version Community, c'est vous allez installer vous-même MongoDB dans votre ordinateur pour l'utiliser en local.
Maintenant, la version Atlas, la version cloud, ça veut dire que vous utilisez MongoDB en ligne. Voilà. Vous comprenez, non? Mais on va faire ça avec vous demain. On va voir comment créer un compte chez MongoDB pour utiliser Mongo Atlas. Et je vais vous montrer les inconvénients de Atlas et les avantages aussi de Atlas. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons utiliser la version Community. Et je tiens aussi déjà à le dire pour les coûts. Écoutez bien, pour les coûts de développement et les coûts de facturation, lorsque vous travaillez en local, avant que votre application ne soit en production, c'est-à-dire en ligne, alors je vous conseille de travailler avec une base de données locale. Une fois que vous avez terminé le local, là vous pourriez maintenant passer vers une base de données en ligne. Parce que MongoDB, surtout MongoDB Atlas, bien, vous allez voir demain quand on va parler de ça, il vous donne que un peu de mégas, il vous donne je crois 512 mégas. Si vous épuisez les 512 mégas, eh bien vous devrez passer à une version de paiement. Et imaginez si vous développez, vous ne vous rendez pas compte parce que pendant le développement on fait des tests, on supprime, vous comprenez, donc vous pouvez rapidement vous rendre compte que vous avez dépassé les 512 mégas et donc rentrer dans une facture de paiement qui ne va pas vous aider. C'est pourquoi ce qu'on conseille et ce que les grands développeurs font, je commence en local et après, quand je serai en prod, je vais maintenant balancer ça en production. Vous comprenez? Contrairement à Real-Time Database ou bien Firestore qui demande forcément d'être sur le net. Avec MongoDB, vous pouvez commencer en local. Et donc, c'est très simple. Il nous suffit de venir cliquer sur ici, produit. Cliquez sur produit ici et vous avez la version Community ici. Vous voyez, non? Vous avez cette version, tester l'édition Community et c'est ça que je vous demande de télécharger, les amis. Bon, moi j'ai déjà ça, donc vous, je vous demande de le télécharger. Donc vous cliquez sur toute la fin, tester la version Community. Édition Community. Oui. Tu vas dans Produit. Voilà. Ensuite, vous descendez jusqu'à la fin. Vous allez voir là où on vous écrit télécharger. Voilà. Là, il va télécharger. Exact. Il va télécharger la version. Non, ça c'est MongoDB Community Server. Attends. Oui, vous cliquez télécharger, il va lancer le téléchargement. Ben, ça prend un peu de temps, les amis. Donc, je vais faire une petite pause sur la vidéo. Bon, je vais continuer quand même le cours. Pour vous, en attendant, parce que si on reste là, vous attendre, ça sera un peu plus difficile. Donc, vous mettant à la maison, pourrez répéter les commandes que je vais faire. C'est bon? Parce que ça pèse, hein, ça pèse environ 700 ou 800 mégas comme ça. Donc, voilà, vous êtes 3 au même moment de télécharger, ça va prendre un peu de temps avec les charges réseau. Donc, une fois que vous allez finir, vous allez juste l'installer. Ça va vous installer aussi en même moment un logiciel de Mongo qu'on appelle Mongo Compass. Mongo Compass, bien, c'est quoi? Je vais ouvrir Mongo Compass ici, devant vous. Excusez-moi. Voilà, vous avez Mongo Compass. Mais son truc est comme une fleur comme ça. En fait, Mongo Compass, c'est l'environnement qui vous permet d'exécuter, de créer les bases de données Mongo, etc. Donc, vous, je dis bien, quand vous allez finir le téléchargement, prenez le temps, vous installez correctement votre fameux MongoDB. Donc, je ne sais pas si je peux zoomer, les amis. J'ai toujours du mal à zoomer ici, je ne sais pas pourquoi. J'arrive jamais à zoomer ça. Monsieur, oui. Dans l'installation, quand on va finir de télécharger le logiciel, ici on va lancer l'installation, est-ce que c'est le truc qu'on doit accepter, refuser? Attends. Voilà, je vais essayer à zoomer au moins. Voilà. Oui, c'est quand on vous demande d'accepter, vous acceptez. Vous ne refusez rien. Voilà. Bon, là, on me dit même qu'il y a une mise à jour qui est en train d'être faite. Donc, quand vous allez finir, comme j'ai dit, vous allez voir Mongo Compass installé dans votre ordinateur. Normalement, parfois, on va vous demander d'installer encore Mongo Shell, mais si vous installez bien votre Mongo Compass vient déjà avec le Shell. Le Shell, c'est le terminal des commandes de MongoDB. Donc, vous allez tomber sur un truc pareil. Permettez-moi ici, je vais supprimer celui-ci. Ok.
Donc, quand vous allez arriver, ben, pour la première fois, vous allez tomber sur un truc comme ça. Et ici, on vous dit Add New Connection. Donc, vous voyez, non, vous avez Add New Connection. En fait, c'est quoi ici une connexion en MongoDB? En fait, une connexion ici est appelée aussi un cluster. Je m'explique. Demain, vous voyez, c'est ça, Free Cluster. OK? Donc, une connexion, je répète bien, ben, est aussi appelée un cluster. Mais le cluster est beaucoup plus. Cette appellation de cluster, c'est quand demain nous parlerons de Mongo Atlas, que Atlas appelle une connexion par cluster. En fait, c'est quoi? C'est un serveur. Parce que MongoDB étant une base de données, a besoin d'un serveur pour fonctionner. OK? Donc, vous devez démarrer un serveur avec lequel, maintenant, la base de données peut faire des migrations, c'est-à-dire peut faire des échanges avec votre application, etc. et autres. Et donc, ce serveur-là, ici, nous, on appelle, MongoDB l'appelle une connexion ou bien un cluster avec Atlas. Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsqu'on fait avec notre fameux Next.js, vous voyez que pour démarrer Next.js en développement, ben, on fait toujours un npm dev qui démarre un serveur de développement en fait. Donc ici aussi, c'est presque pareil, mais donc il faut créer une connexion. Donc c'est comme si on démarre le serveur ben, de MongoDB. Ok, vous pouvez créer autant de connexions que vous voulez, ben, mais particulièrement, je crée souvent un. Et c'est très simple. Donc, pour créer cette connexion avec MongoDB, il vous suffit soit ici, ça dépend de vous. Ok, vous cliquez sur Add New Connection et vous voyez là, il vous donne l'URI. L'URI, c'est l'URL. Hein. URI, vous comprenez, non? Voilà, c'est l'URL de connexion. Si je clique ici, excusez-moi, qu'est-ce que je viens de faire même? On a fait Add New Connection, c'est ça? Oui, vous cliquez sur Add New Connection, je reprends. Vous cliquez sur Add New Connection pour créer une nouvelle connexion. Add New Connection. Quand vous arrivez ici, là, on est en local, donc on ne va pas bouger ça pour l'instant. Ici, on va vous demander de mettre le nom de votre, bien sûr, de votre connexion. Bon, après, vous pourrez mettre la couleur si vous voulez. Donc, si vous voulez pas aussi mettre le nom, c'est optionnel. Tout comme aussi, vous pouvez mettre le nom si vous savez que vous aurez peut-être 3, 4, 5, 6 connexions. C'est optionnel. Et nous, pour l'instant, on ne va pas lui donner des noms, on s'en fout. Mais tout comme vous pouvez lui donner des noms, c'est le nom de la connexion, on va quand même lui donner, on va lui dire local. DB. Après, vous pouvez donner le nom que vous voulez. OK. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur Save and Connect. Ça veut dire je sauvegarde la connexion parce que ça va me permettre la prochaine fois, au lieu de créer une nouvelle connexion, donc je le sauvegarde pour que je commence à l'utiliser à chaque fois que je veux. Je suis bien, je répète, en local. On est d'accord? Okay. Et donc, vous cliquez sur Save and Connect. Et donc, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Vous voyez ici, il nous a créé cette connexion locale DB. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'il vient de faire? À l'intérieur, il vient de nous montrer que nous avons pas mal de bases de données. Nous avons Project DB, Admin, Config. Bon, ça, ce sont des que j'ai fait avec vos camarades. OK? Donc, voilà. Donc, ici, il vient de vous créer ça. Il vous montre ici ben, les noms des bases de données. Et à côté ici, vous avez Create Database si vous voulez créer une base de données. Mais ben, nous, on va utiliser ben, le shell, ça veut dire le terminal, parce que notre objectif, c'est d'utiliser les commandes. Voilà. Je tiens à dire une chose, et je crois bien que je l'avais dit d'abord, je ne sais pas si j'avais oublié de vous le dire quand on a fait Real-Time Database. Dans MongoDB, en fait, dans une base de données NoSQL, que ce soit Firestore, MongoDB, Real-Time Database ou je ne sais quoi, je passe, une base de données est considérée comme existante que lorsque cette base de données a une collection. Si une base de données n'a pas de collection, alors cette base de données n'est pas considérée comme si ça existe. Si vous recherchez cette base de données qui a zéro collection, alors, ben, les amis, rien ne va être affiché. Pourquoi? Parce que la base de données a zéro collection. C'est pourquoi vous devrez commencer par créer la base de données, ensuite créer une collection. Et vous avez deux possibilités. Vous pouvez commencer par créer la collection qui va ensuite créer automatiquement la base de données, tout comme vous pouvez créer d'abord la base de données et lui a donné la première collection. Et on va faire ce texte rapidement. Comment est-ce que je crée une base de données avec MongoDB? C'est très simple. Aujourd'hui, nous allons faire les commandes
spécifiques à MongoDB, ben, en réalité, même ces commandes-là, selon notre cours, ben, je pouvais ou ne pas vous donner ça. On pouvait directement aller dans la pratique, hein, comment lier ça avec l'application. Mais si je vous donne ces commandes-là, c'est pour une raison quelconque. Et quelle est cette raison-là? Vous n'êtes pas appelé seulement à être développeur. Les commandes que je vais vous donner, vous allez voir que d'autres vont se répéter quand on va lier ça avec notre application. D'autres ne vont pas être répétés ici. Mais pourquoi alors je vous le montre? C'est pour votre propre intérêt. Vous pouvez tomber sur une entreprise qui vous embauche uniquement en tant qu'administrateur base de données. C'est-à-dire que juste pour créer les bases de données. Mais non pas en tant que développeur. Et donc, on vous demande de créer une base de données MongoDB. Alors, voici les commandes à le faire. Donc, vous savez comment on peut créer une base de données, comment on peut ajouter une collection, comment on peut supprimer les données, comment on peut modifier une donnée. C'est très important pour l'administration base de données. OK? Voilà. Maintenant, si on vous demande maintenant de le lier avec l'application, eh bien, ça, c'est les commandes que nous verrons demain. Donc, pour l'instant, c'est les commandes, ce n'est pas l'administration en grand général, mais c'est une partie d'administration base de données qui va beaucoup vous aider après. Et aussi, une autre chose, lors des tests d'embauche, on peut aussi peut-être vous demander ça. Vous savez faire du MongoDB, ok, voici MongoCompass, bien voici le shell. Pouvez-vous nous créer une base de données? Vous n'avez pas l'application, mais c'est un test. Donc vous devez être capable de le faire. Voilà. Oui. Ici, il a créé ça, c'est les bases de données existantes. En fait, lorsque vous créez une collection, il vous donne les bases de données qui viennent directement avec MongoDB. Ça, c'est des bases de données d'administration. N'y touchez pas, ça, c'est pas important. Voilà. OK. Donc ici, pour créer une base de données, comme j'ai dit, nous ici, on va utiliser les commandes. On pouvait venir ici, Create Database. Si je clique ici, regardez, je mets juste le nom de la base de données. Et vous voyez, il me dit le nom de la collection. Je vous ai dit tout à l'heure, une base de données NoSQL n'est considérée existante que quand celle-ci a une collection. Environ à partir d'une collection jusqu'à. OK. Donc, on peut venir ici directement, on clique, on crée, etc. et autres. Mais nous sommes développeurs, nous ne sommes pas... voilà. Donc, ce que je vais faire, je clique sur Open MongoDB Shell. Comme je vous ai dit, c'est le terminal de MongoDB, les gars. Voilà. Vous pouvez le faire aussi même avec votre propre terminal. En faisant comment? Il vous suffit juste de prendre cette connexion-là, vous l'emmenez dans votre propre terminal. C'est-à-dire cette connexion que vous voyez ici, vous pouvez le faire directement dans votre propre terminal. Mais nous, on va rester sur le terminal de Mongo Shell. Donc, quand vous arrivez ici, bien, vous voyez ce qui est ici, test. Vous voyez ce test-là qui est ici. Je vais encore zoomer un peu. Excusez-moi. C'est bon, vous voyez maintenant bien, non? OK. Le test que vous voyez ici, en fait, c'est une base de données de test qu'on vous donne. Donc, pour créer une base de données SQL, plutôt MongoDB, rien de plus simple. En fait, la même commande que nous allons utiliser ici, c'est la même commande qui permet de sélectionner une base de données. En d'autres termes, il n'y a pas une commande qui permet de créer en d'autres termes une base de données, mais plutôt de sélectionner une base de données. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si cette base de données que vous voulez sélectionner n'existe pas, MongoDB le crée. Donc, je lui demande, sélectionne-moi telle base de données. Eh bien, si ça n'existe pas, alors MongoDB le créera pour moi. Est-ce que vous comprenez? Et cette commande, c'est une commande assez simple. C'est juste dire use et vous mettez le nom de votre base de données. Nous, on va mettre par exemple use DB first. On va dire ici, par exemple, premier DB. Par exemple. Le nom de notre connexion n'a rien à voir avec le nom. Non. Le nom de la connexion, j'ai dit la connexion, c'est le serveur qui te permet d'exécuter MongoDB. Ça, c'est ta connexion. Maintenant, la base de données, ça, c'est ta propre base de données que tu crées. Si tu n'as pas de serveur qui exécute ton MongoDB, tu ne peux pas avoir accès à une base de données. Il faut un serveur quelque part. Voilà. Donc, use, suivi du nom de votre base de données, moi j'ai appelé ça premier DB. Qu'est-ce qu'il va faire? En d'autres termes, cette commande est en train de dire sélectionne ou en d'autres termes, utilise la base de données qui se nomme premier DB. Et s'il ne le trouve pas, il va le créer. OK? Donc, quand vous tapez comme ça, vous tapez Entrée et
Et vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Switch to DB, premier DB. En fait, il dit il a switché, il a balancé sur DB qui s'appelle premier DB. Et vous voyez qu'on n'a plus de test ici en en mettant premier DB qui vient d'être créé. Vous voyez, non? Ok. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure quoi? Qu'une base de données est existante que lorsque celle-ci contient une collection. Ici, nous avons la liste des bases de données. D'accord? Si je veux voir est-ce que ma base de données premier DB a été créée ou pas, ben, il me suffit de venir ici dans ma connexion. Vous voyez les 3 points ici. Je clique et je clique sur Refresh Database. Ça veut dire rafraîchir les bases de données. Ça me permet de voir les bases de données qui viennent d'être ajoutées. Donc, si je clique sur Refresh Database, ben, je n'ai pas ça ici. Et pourtant, je viens de créer ma base de données, mais je ne l'ai pas ici. Pourquoi? Parce que c'est une base de données qui n'a aucune collection. Voilà. Est considérée comme existant que lorsque celle-ci a une collection, une ou deux collections, au moins une collection. Alors, ici, nous avons appris comment on crée une base de données ou bien on le sélectionne. Maintenant, comment est-ce que je peux créer maintenant la collection ici? Donc, si vous voulez utiliser une base de données, la première des choses, vous devez commencer par use suivi du nom de la base de données. Ce qui veut faire quoi? MongoDB va voir est-ce que cette base de données existe. Si ça existe, il le sélectionne. Si ça n'existe pas, ben, il le crée. Vous comprenez? Maintenant, ici, nous n'avons pas de collection. Comment est-ce que je peux créer alors une collection? Alors, pour créer une collection, c'est très simple. Il vous suffit donc, vous devez bien vous rassurer que vous êtes sur la base de données appropriée. Donc, on est bien sur premier DB. Ok, ici, je dis bien, vous devez vous rassurer que vous êtes sur la bonne base de données. Ensuite, vous allez mettre db.createCollection. Comme ça. db.createCollection. Et vous ouvrez les parenthèses et entre griffes, vous mettez le nom de la collection. C'est tout. Nous, on va dire par exemple, la collection s'appelle Users. C'est-à-dire notre première collection, c'est la collection Utilisateurs. Par exemple. D'accord? Voilà. Donc, je répète, vous vous rassurez que vous êtes bien sur la base de données qu'il faut, parce qu'on a fait une use en premier. Ensuite, vous allez mettre db.createCollection, ok, suivi de user. C'est tout. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fini, vous tapez juste la touche entrée. Ce que ça va faire quoi? Il nous crée automatiquement. Vous voyez, il dit OK 2.1 pour dire que ça marche. Donc, regardez maintenant ici. Je vais rafraîchir ça pour voir est-ce qu'on a maintenant la base de données qui s'appelle premier DB. Ah, c'est le nom de la collection qui est user, ça? Non. Le nom de quoi? La collection. Oui, la collection s'appelle user. Donc, je clique encore sur les 3 premiers points et je viens sur Refresh Database. Et bien, bam, vous voyez maintenant, on a celui-ci qui vient maintenant d'apparaître. Avant, ça n'existait pas. Eh bien, là, ça apparaît. Écoutez, si je clique ici, vous voyez, on a la collection user qui est l'icône d'un dossier. Parce qu'une collection pour MongoDB, c'est comme si c'était un dossier qui va contenir plusieurs objets, plusieurs éléments. Voilà, les amis, comment est-ce que vous pouvez rapidement créer une base de données et créer une collection. Ça va, non? OK. Mais notre collection, elle est vide. Notre collection a besoin des données, donc a besoin des objets. Et les objets, sinon on les appelle des documents. En d'autres termes, c'est les utilisateurs. C'est pas ça? Si je vais créer autant de collections que je veux, il me suffit juste de faire db.createCollection, je mets le nom de la collection. C'est bon? OK. Maintenant, ici, j'ai besoin d'ajouter les utilisateurs, donc les documents. Pour ajouter les documents, c'est aussi simple. Il vous suffit de faire db. Cette fois-ci, non pas, je ne sais pas quelle commande, mais db. Vous mettez le nom de la collection. Notre collection s'appelle quoi? Users. OK? Point. Ensuite, ici, vous allez mettre la commande qui vous permet d'insérer des documents et vous en avez 2. Donc, vous devez d'abord commencer par dire db pour database, utilise la collection user. Mais rassurez-vous que vous êtes bel et bien sur votre base de données que vous êtes en train de vouloir utiliser. Vous comprenez? Donc, ici, on est sur la base de données qu'on fait utiliser. Ensuite, on fait db.
point, suivi de la collection auquel on veut ajouter les documents. Donc nous ici c'est la collection user, point. Donc, après le point ici, ben, vous allez mettre la commande insert one. Insert one, c'est pour ajouter un seul document. Ça c'est insert one. Ok? Si vous voulez ajouter un tableau d'objets, c'est insert many. Mais pour l'instant, on va d'abord mettre insert one. Ok? Pour dire je n'ai qu'un seul objet à ajouter ici. Et bien sûr, vous ouvrez les parenthèses. Ok, d'accord? Et je dis, et bien sûr, vous ouvrez les parenthèses. Vous suivez, les gars? Voilà, donc, je répète, insert one, c'est pour ajouter un seul document, ok, à votre collection user. Donc, maintenant, quand vous arrivez ici, ne tapez pas entrée. Si vous tapez entrée, ben, il va vous créer un document vide du tout. Mais si vous voulez ressembler à un peu du JavaScript, hein, vous maintenez Shift, ensuite vous tapez entrée. Donc, je dis bien, vous maintenez Shift, vous tapez entrée si vous voulez avoir un accès un peu comme ça pour plus de lisibilité. Mais ne tapez pas entrée sans Shift. Sinon, ça va créer une collection, un document vide. D'accord? Donc, quand vous arrivez ici, là maintenant, on peut à mettre les propriétés. Donc, la première propriété, on ne met pas l'ID parce que l'identifiant est créé automatiquement. Nous, ici, on va mettre l'utilisateur, on a besoin d'un email. L'email de l'utilisateur, on va dire ici, par exemple, c'est atinofex @gmail.com. Ensuite, on a besoin de quoi? Toujours Shift, entrée. N'oubliez pas, j'ai dit ne mettez pas entrée directement. Vous ne mettrez entrée que quand vous aurez tout fini, c'est-à-dire remplir tout ce que vous avez besoin. Là, vous allez cliquer sur entrée pour l'enregistrer. Mais si vous voulez revenir à la ligne dans Mongo Shell, c'est Shift, entrée. Donc Shift pour dire que tu ne sors, tu ne valides pas. Entrée pour revenir à la ligne. On est d'accord? Et c'est le Shift là, c'est le Shift qui est à côté de entrée. Hein. Le Shift, je sais pas, le Shift droit, hein, qui est à côté de l'entrée. Non, ce Shift là-bas. Voilà. Ok. Parfait. Ensuite, on a email. Je vais mettre un peu son nom. On va dire ici, le nom, je mets mon propre nom, Chantez-nous, par exemple. Et vous pouvez ajouter toutes les propriétés que vous voulez dans votre document. Moi, pour l'instant, je vais m'arrêter par email et le nom. D'accord? Voilà. Et une fois que vous avez terminé, cette fois-ci, vous pouvez directement cliquer sur Entrée pour valider. Et il me dit ici, j'ai un problème. Ah ouais, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Excusez-moi les gars. Ici, là, c'est entre griffes, hein, s'il vous plaît. J'avais oublié que nous faisons du JSON ici. C'est entre griffes, s'il vous plaît. Hein, les noms, tout ça, c'est entre griffes. Et vous tapez Entrée. Pourquoi il me dit toujours? Normalement, ça devait marcher. Pourquoi il me dit erreur? Ah ouais. Non. Excusez-moi les gars, c'est moi qui fais une erreur. En fait, j'ai oublié de mettre... comment vous appelez ça? De mettre... Même si j'enlève ça, c'est pas un problème. Même sans ça, j'ai oublié de mettre en fait les accolades en fait. C'est comme ça. C'est un objet qu'on est en train de créer en fait. Voilà, j'ai oublié de mettre les accolades. Hein, vous mettez ça comme ça. C'est moi qui ai oublié toutes mes excuses. Hein? Ah, toi tu as écrit au moins avec les accolades. Ah, merci. Parce que j'avais oublié en fait. Voilà, et vous tapez sur Entrée. Et bien là c'est passé. Et vous voyez ici, il nous dit insert ID et nous donne l'identifiant de notre utilisateur qui vient d'être ajouté. Donc vous voyez ici, voilà, vous avez tout et insert ID, ça veut dire l'ID de l'utilisateur qui vient d'être créé. Bon, je vais vider un peu tout ça. C'est un peu la pagaille, mais je t'ai montré. Ok, j'ai vidé parce que c'était un peu la pagaille. Hein. Voilà, donc vous voyez comment on insère vraiment un objet. C'est juste comme ça. Puis CLS, voilà, Mongo Shell c'est CLS. Clear, voilà, exact. Ça dépend du terminal que tu utilises. Clear et CLS font la même chose en fait. Maintenant, si le terminal accepte Clear, par exemple, le terminal de je crois c'est Geek Bash, lui c'est Clear, et lui là c'est CLS qui veut dire Clear Screen. Ok, c'est bon non? Donc voici comment on peut insérer un seul objet dans une base de données MongoDB. On peut venir, hein?
Donc, malheureusement, ben, comme je vous ai dit, MongoDB ne fait pas du temps réel. Donc, à chaque fois que vous finissez, vous voulez voir ce que vous avez ajouté, ben, il vous suffit de venir, clic droit, refresh ici. OK, et ici, je peux cliquer sur collection. Et vous voyez maintenant, ben, on a notre collection. Et ça, c'est l'identifiant. Bon, l'identifiant de MongoDB commence par un underscore, ID, et il vous donne l'identifiant. OK, et vous avez le nom et l'email. OK. Et si je voulais alors insérer 3, 4, 5 objets en même temps, c'est-à-dire j'ai peut-être plusieurs documents à insérer, ou bien plusieurs utilisateurs à insérer. Comment est-ce que je fais alors? Il me suffit donc, on va revenir sur notre fameux Mongo SH, d'accord? Donc ici, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. Donc vous faites db.user, c'est-à-dire le nom de la collection. Ici, nous sommes en train de travailler avec la collection user. Ça ne veut pas dire que c'est les users partout. Non, 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 non. OK? Bon, ici, on va dire que le user, c'est bon. Hein? Maintenant, je vais créer une autre collection rapidement pour, comment vous appelez ça, pour insérer plusieurs, par exemple, des produits. J'ai peut-être 3 ou 4 produits à insérer. Je vous ai montré comment créer une collection en faisant db.createCollection, le nom de la collection. C'est pas ça? OK. Mais MongoDB a un truc que j'aime beaucoup chez MongoDB. Eh bien, je peux créer une collection en ajoutant juste des documents. C'est-à-dire, au lieu de faire db.createCollection, je peux directement faire db.le nom de la collection, .insert. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir que la collection n'existe pas, alors il le crée pour nous avec les documents à l'intérieur. En faisant tout simplement db. Notre collection, on va appeler ça product pour les produits. Point. Alors, je vais insérer plusieurs produits. Insert. Cette fois-ci, on a dit menu, qui est un tableau d'objets. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va voir que la collection product n'existe pas. Alors, il va le créer pour nous. Voilà. Et si c'est une collection qui existait déjà, il ne devait pas le créer, mais plutôt ajouter simplement les éléments à l'intérieur. Ça, c'est une méthode pour gagner en temps, que les développeurs aiment utiliser au lieu de faire create collection, etc. Mais je vous ai montré là comment de create collection, au cas où si peut-être on vous le demandait lors des tests, etc. et autres. Vous comprenez, non? Vous savez au moins que pour créer une collection, c'est create collection. OK. Donc, ici, c'est insert menu. Donc, quand c'est insert menu, ça veut dire insère plusieurs éléments. Alors, pour insérer beaucoup d'éléments, eh bien, les amis, ici, c'est un tableau d'objets. Ce n'est pas un objet, mais plusieurs objets. Et en JavaScript, on sait que pour insérer plusieurs objets, on crée un tableau. Donc, dans mes parenthèses, il me suffit de créer mon tableau comme ça. Donc, je peux faire Shift, Entrée, et vous voyez que je viens bien de créer un tableau. Et donc, maintenant, après, je peux maintenant créer mes éléments ici. Bien sûr, hein, en les séparant par des virgules. Excusez-moi. OK. Bien sûr, en les séparant par des virgules. OK. Donc, ici, c'est des produits. L'identifiant sera généré automatiquement. Moi, ce que je veux, c'est de créer juste le label du produit. Donc, son label, ça veut dire son nom, la désignation du produit. On va l'appeler ici, par exemple, pomme. Ça, c'est notre premier pomme. Quoi, 2M, non? On va dire pomme, virgule, shift, entrée. N'oubliez pas, si vous voulez revenir à la ligne, c'est toujours shift, entrée. L'entrée simple, c'est pour valider à la fin. N'oubliez pas ça. Shift, entrée. Ici, on aura le prix. Je vais juste faire 2 trucs. Hein. Ici, le prix, on va dire que c'est le panier coûte peut-être 2000. Par exemple, hein, un exemple basique. Shift, entrée pour revenir à la ligne. On va dire la quantité que nous avons en stock. On va dire par exemple 12. OK? Je vais copier ça. Et là, je mets virgule parce que je vais ajouter un autre objet. Donc, je copie tout ça. Et à la ligne, je colle. OK? Vous collez tous les objets que vous voulez. Ici, il accepte le contrôle C. Oui, oui. Je mets Mongo. Ah. Mongo. Ici, on va dire la Mongo coûte peut-être le panier 5500. Vu que ça, c'est en train de disparaître. La quantité, on a peut-être que 5.
5 paniers. C'est bon. Donc, vous voyez que ici, vous pouvez ajouter autant d'objets comme on fait avec JavaScript. Vous voyez que c'est du Java Script qu'on est en train de faire ici. Donc, vous ajoutez, n'oubliez pas de les séparer par, bien sûr, des virgules. Donc, je peux ajouter un troisième produit, comme on parle des fruits. Hein. Donc, ici, on va appeler peut-être patate douce. Non, on va dire banane. Banane pour photo. Bon, je vais laisser ça à 2000, je vais laisser la quantité là. Hein? Ok, c'est le clavier qui fait des décomptes. Ok, donc une fois que vous avez fini, cette fois-ci vous n'avez plus besoin de cliquer sur Shift Entrée, mais directement par Entrée pour valider tout ça et regarder dès que je fais Entrée, bam, automatiquement vous voyez qu'est-ce qu'il fait. Il me crée mes 3 éléments ici. Il me crée ça c'est l'identifiant du premier, du deuxième et du troisième. Ben, si je viens ici, il me suffit juste de venir rafraîchir. Voilà, si je veux le voir à côté ici, ben, j'ai maintenant la collection, bien sûr, produits. Vous voyez, non? Auquel je peux donc venir cliquer et j'ai mes 3 produits qui a été créés, les gars. N'est-ce pas facile? À la maison, n'oubliez pas, allez répéter tout ce qu'on est en train de voir. C'est des petites commandes, mais retenez-les dans la tête, ça va beaucoup, je vous assure, beaucoup, et je répète encore, beaucoup vous aider. Ok? Demain, nous parlons des agrégations, nous parlons de pas mal de choses. Ok. Donc, ici, on a appris comment ajouter un seul élément en faisant insert one pour ajouter un seul objet et on a fait pour ajouter plusieurs objets en même temps avec insert many. Ça, c'est très important. Surtout, vous savez, insert many est beaucoup plus utilisé dans les applications où vous avez par exemple les agendas de planning. Je prends un exemple basique. Vous avez peut-être une application, je prends un exemple basique, hein, une application par exemple de gestion de vol. Vous voyez qu'eux, ils ont des plannings des vols. Donc c'est tout un tableau, ils vont mettre les plannings. Donc c'est tout ce tableau-là qui doit à la fin être envoyé dans la base de données. Et donc insert many là, il joue très bien son rôle. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est juste un seul élément, par exemple un utilisateur, etc., c'est insert one qui joue le rôle ici. Donc ça dépend du cas, du contexte auquel vous êtes en train de travailler. Ok. C'est bon. Je reviens dans notre fameux code. On est maintenant toujours ici. Je vais vider. Je vide pour qu'on puisse... ok. CLS. Ok. Donc n'oubliez pas ces 2 commandes. Maintenant, ici, on a sélectionné, on a créé les propriétés, on a créé des documents, on a créé des collections. C'est une bonne chose. Et si je voulais afficher maintenant la liste de mes produits, ça peut arriver que vous êtes dans une entreprise où ce n'est pas vous, comment vous appelez ça? Ce n'est pas vous qui avez le contrôle de Mongo Atlas, plutôt de Mongo Compass. Vous, on vous donne juste un Mongo, c'est-à-dire le terminal, on vous dit, la base de données s'appelle tant, toi tu es l'administrateur, tu gères. Mais je ne peux pas gérer une base de données dont tu ne connais pas les collections. Je ne peux pas gérer une base de données dont tu ne connais pas le contenu. Donc, comment est-ce que je peux faire pour savoir quelles sont les collections qui se trouvent dans la base de données dont moi, on me demande d'administrer? Est-ce que vous comprenez? D'abord, connaître d'abord les collections et par rapport au nom des collections, vous voyez que ce que les administrateurs font, ils peuvent écrire les noms des collections sur un bout de papier. Ils savent que dans la base de données, j'ai tant de collections à administrer ou bien à gérer. Alors, comment est-ce que je fais pour afficher donc toutes les collections de ma base de données? Donc, pour afficher les collections d'une base de données, on fait db.show. Pourquoi je ne vois pas ça? Collection. Attendez, excusez-moi. Pourquoi je ne vois pas ça? db. On a fait create collection. Maintenant, j'ai besoin de show collection. Pourquoi je ne vois pas ça? Attendez, peut-être c'est moi qui me trompe. Voilà, non, db. Attends, pourquoi je ne vois pas ça? C'est create collection. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas ça.
Donc, normalement, c'est db.show collection. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Et vous ouvrez comme ça. Je crois bien, on va tester. Pourquoi je ne vois pas ça? C'est comme ça, non? Attends, pourquoi je ne vois pas ça? C'est normalement comme ça, db.showCollection. Il me dit il n'est pas une fonction, pourquoi? Ils ont fait une mise à jour, quoi. Attendez, on va aller voir ça avec l'IA. Pourquoi cette commande-là, je ne le vois, je ne me retrouve pas sur ça. On va dire, on va lui donner celle-ci. db.showCollection, c'est ça? C'est à moi si je me trompe. Ah oui, c'est show collection directement. Ouais, c'est espace. Voilà, oui, oui. Bon, ça c'est ou bien JavaScript. Non, c'est ça, show collection. C'est pas collé en fait. C'est moi qui ai fait une erreur. Ok, on va essayer. Show. Ah oui, 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 c'est moi qui ai fait une erreur. Show collections. Voilà, et puis vous tapez entrée, c'est moi qui ai fait une erreur. Voilà. Là, il affiche. Et il vous affiche, vous voyez, il vous affiche la liste des collections que la base de données possède. Il nous dit on a la collection Product et la collection Users. Vous voyez, non, vous avez les deux collections. Ici, si on en avait 10, on avait 15, on avait machin truc. Donc, tout ça devait être affiché ici. C'est bon? Je comprends, mon cher? Ok. Tu as fini d'installer mon Compass? Voilà, là, quand tu arrives ici, tu prends Complete. Et puis tu fais Next. Next. Installe. Voilà. C'est fini le téléchargement chez vous là-bas? On a dit, comment vous suivez là? On a dit, Ouais, je vois. Donc, vous voyez comment est-ce que vous pouvez afficher donc les collections. Je m'étais trompé. C'est pas DB, mais c'est Show Collections. Voilà, Collections avec S, hein, parce que c'est plusieurs collections. Ben, qui va vous afficher. S'il n'avait que un, ben, il affichait un. C'est bon? Ok. Donc, vous avez Show Collection pour afficher la liste des collections. Maintenant, ici, c'est bon, hein, on a la liste des collections. Ça, on peut savoir. Tu fais Next. C'est pas complète, sinon il fait Next maintenant. Oui, Next. Vous sélectionnez Complete, après Next, 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 Next. Voilà. Et puis, vous laissez, ça va prendre légèrement du temps parce qu'il va installer Mongo Compass. Après, ça va finir. C'est bon? Ok. Voilà. Et demain, vous montrerez à vos camarades qui ne sont pas là. Ok, donc ici c'est bon, on a pu voir, on sait que on a une collection produits et une collection utilisateurs que nous on appelle product et users. Maintenant, ok, c'est bon. Et on me demande ici, tu dois modifier les fichiers qui se trouvent dans la collection produits, donc product. Comment est-ce que je peux faire pour modifier les documents dont je ne connais pas comment est-ce que c'est structuré? Je viens d'avoir la base de données entre mes mains. Je viens de voir que nous avons des collections produits et utilisateurs. Mais je veux modifier des produits, mais je ne peux pas modifier des produits dont je ne connais pas la structure. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ce faire, il me faut d'abord lire ces documents. Il me faut d'abord afficher la liste des produits pour voir comment sont structurés ces documents-là. Et alors, comment est-ce que je vais faire donc pour afficher la liste de tous mes produits qui se trouvent dans la collection Product? Avec MongoDB, c'est rien de plus facile. En fait, c'est la méthode. On en a déjà fait avec vous. Bien sûr, avec JavaScript. Quand on veut trouver un élément en JavaScript, on fait quoi? On fait quelle commande? Exact. Et c'est exactement aussi avec MongoDB la même méthode. Il me suffit donc de faire db, point, suivi de la collection que je veux. La collection c'est product, ok, point, et bien sûr find les amis, et je mets en parenthèse. En fait, quand je mets find comme ça, c'est pour dire trouve-moi, affiche-moi la liste de tous les documents qui sont dans la collection product. Tout simplement. Si je ne mets rien à l'intérieur de find, juste les parenthèses. Ok? Et quand je tape entrée, regardez, entrée, bam, vous voyez ici, il m'affiche exactement la liste de tous les produits qui se trouvent dans la collection Product. C'est bon, non? C'est db. Suivi du nom de la collection, .find. Si je voulais afficher pour les utilisateurs, c'est db.users.find.
D'accord? Ça va? Ok. C'est une bonne chose, hein? Ça commence à aller. Donc, tu dis? C'est le plus facile même. Tu vois pas que c'est le cours le plus facile depuis qu'on a commencé? C'est les commandes trop faciles à aborder, c'est pas difficile en soi. Ok, donc pour créer une base de données, on a dit, je fais un récap avant d'avancer. Pour créer une base de données, on dit on fait use suivi de le nom de notre base de données. Pour créer une collection, on a dit on fait db.create collection et entre parenthèses, entre griffes, vous mettez le nom de la collection. C'est ça, non? Ou bien, si vous voulez directement créer une collection en ajoutant les documents, vous allez faire simplement db. suivi du nom de la collection, insert one si c'est un seul objet, insert menu si c'est un tableau d'objets. Ok. Et pour voir les documents, on a dit, on fait plutôt pour voir les collections, on fait show collections. Ça nous affiche la liste des collections. Et pour consulter la liste des produits, en fait, des éléments qui se trouvent dans une collection, on fait db. suivi du nom de la collection, find. Ça, il va vous afficher la liste de tous les éléments qui se trouvent dans une collection. Mais je tiens à préciser une chose, les noms des collections ne doivent pas avoir de l'espace, ni des tirés. Vous pouvez utiliser underscore si vous voulez, pas d'espace, pas de tirés, et bien sûr, pas aussi de, comment vous appelez les trucs, voilà, des caractères spéciaux, les E, accent aigu, etc. Voilà, tout doit être simple. Ok? Minuscule, oui. Si en minuscule collection, avec MongoDB, il doit être écrit en total minuscule, comme je suis en train de l'écrire. C'est bon? Ok. Voilà. Donc ici, nous avons la liste des collections. Et bien maintenant, si je voulais juste, je dis bien juste, et bien afficher le produit, les pommes. Je fais comment? Je vais juste afficher les pommes, mais je ne vais pas tout afficher, mais j'ai juste besoin d'afficher la pomme, par exemple. Oui. Je veux juste afficher pomme, c'est-à-dire ce produit-là. Je n'ai pas besoin de tout, j'ai juste besoin de récupérer la pomme en fait. Alors je fais comment ici? db. Point product, on précise le nom de la collection. Exact. Point find. Ok. Point, maintenant, on donne le nom maintenant de ce qu'on va afficher. Ici? On fait point find, et puis maintenant on précise le nom de ce qu'on va afficher. Point le nom de ce qu'on va afficher. Voilà. En fait, si je mets point ici, vous voyez qu'il y a quelque chose d'autre. En fait, c'est comme on fait avec JavaScript. Quand on fait la méthode find, on ouvre toujours nos parenthèses. Et à l'intérieur, mettons ce que moi j'ai à faire, c'est d'ouvrir simplement mon objet comme ça. Eh bien, j'ai deux possibilités. La première possibilité, je peux rechercher par l'identifiant, tout comme je peux rechercher par un caractère. Par exemple, si je veux rechercher par le thème label, il me suffit de faire label, deux points, et je lui donne ce que je veux afficher dans pomme. Comme ça. Est-ce que tu vois? Find. Entre accolades, vous mettez ce que vous voulez rechercher en fait. Ici, nous, on est en train de rechercher par label. Et je tape entrée, regardez. Dès que je tape entrée, tu vois, il m'affiche automatiquement que les pommes. En fait, il a recherché que dans la base de données, on a un produit qui a pour label pomme. On est d'accord? Par contre, si je recherche par prix, je vais dire par exemple tous les produits, affiche-moi tous les produits qui ont pour prix 2000 par exemple. Regardez, prix, c'est 2000. Dès que je vais valider, tu vois ici, vous voyez ici, il m'affiche deux produits, il me dit qu'il y a les pommes et il y a les bananes. Mais pourtant, on avait aussi la mangue, mais la mangue, ça coûte 5500. Comme la mangue ne fait pas partie du critère de recherche, il ne peut pas l'afficher. Il nous affiche uniquement le produit qui a pour critère de recherche celui-ci. C'est pareil si on fait avec quantité aussi. Oui, Si c'est pareil. C'est uniquement exact, les produits qui ont pour quantité 12 en fait. Donc la quantité égale à 12. C'est comme on fait avec JavaScript, vous voyez, non? Parce qu'en JavaScript, on fait item égal à ceci en fait. Voilà, c'est pareil aussi ici. C'est pas difficile, non? Ok. Et comme j'ai dit, vous pouvez rechercher par identifiant. Par exemple, si vous voulez rechercher par identifiant,
Ben, cette fois-ci, vous devez faire barre ID parce que regardez, l'identifiant commence comme ça et suivi de l'identifiant ici. Donc, je vais copier par exemple celui-ci. Hein. OK, et je le donne ici. Ah, c'est entre griffes, les amis. Excusez-moi. C'est entre griffes, c'est un objet, c'est entre griffes. Et c'est un string. Et je tape entrée. Mais il n'a rien affiché. Ah oui, j'ai oublié object ID ici. Mais par contre, il y a une méthode, si vous voulez vraiment rechercher par identifiant, ben, au lieu de mettre find comme ça, vous allez mettre find one. Attendez, je vais faire point. Je vais d'abord enlever ça pour mieux vous montrer. Point find. Vous avez find one, ça veut dire trouve un seulement. Ok, find one. Ok, ensuite ici, ben, vous mettez, vous ouvrez bien, je ne sais pas si je mets ça, ça va marcher, mais je pense que ça ne va pas marcher, je comprends. Donc là, non, ne mettez pas find. En fait, find one, c'est pour rechercher un seul élément, voilà, sur le critère. Donc, si vous voulez rechercher par identifiant, ben, que ce soit find ou find one, il vous suffit de faire ici. Donc, pour find one, on peut utiliser les labels là et puis le nom, puis tu peux utiliser tout. Okay. En fait, c'est find ou find. La différence, c'est quoi? Find one va faire quoi? Le premier élément que lui va trouver, c'est ça qui va vous afficher. Alors que find va vous afficher tous les éléments qui correspondent à la recherche, en fait. Donc ici, c'est faire ceci, barre ID, 2 points. Ben, vous copiez tout ça jusqu'à object ID là. Voilà, vous copiez et vous lui donnez ça, comme ça. Et si je tape entrée, vous voyez maintenant là, il m'affiche exactement le produit qui correspond à l'identifiant que je veux. Donc, si vous voulez tout afficher, c'est juste find sans rien mettre. Si vous voulez afficher selon une correspondance, vous mettez find et à l'intérieur, vous ouvrez les accolades, vous mettez la condition. Ici, par ID, voici comment vous devez le faire. Si c'était label, ben, on vient de voir comment afficher par prix, par label. On est d'accord? Ok. Ça va, non? Voilà. Je suis content. Très content même. Ça, c'est comment afficher des éléments avec une base de données MongoDB, les gars. Ok. J'ai mal à la tête, hein, Seigneur. Ok, maintenant on va bientôt finir. Ok, les commandes ne sont pas assez compliquées. C'est les petites commandes, vous voyez, non? Et c'est presque les commandes qu'on fait avec JavaScript. Et si je voulais modifier alors? Par exemple, je voulais modifier banane ici, le prix, on a dit ici 2000, mais on va dire que non, le prix ne coûte pas 2000, c'est 3000 le prix des bananes. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire pour modifier celui-ci? Eh bien, c'est très simple. Il me suffit de faire db, point, suivi du nom toujours de la collection, point, eh bien, suivi cette fois-ci de la méthode find, et vous avez plusieurs, vous avez find one and delete, ça veut dire que trouve ce que tu veux et supprime-le. Ok, find one and replace, ça veut dire trouve l'élément et remplace les propriétés. Et vous avez find one and update, ça veut dire trouve l'élément et mets-le à jour. Ok, donc je vais prendre find one and update et j'ouvre les parenthèses. Les amis, je vais ici donc. La première des choses, faire quoi? Lui donner le critère de recherche. Je veux que celui qui a celui-ci, excusez-moi, je veux lui dire, tu trouves d'abord cet élément-là, qui contient celui-ci, ensuite virgule, ce qui va venir ici, c'est maintenant ce que vous voulez remplacer. Nous voulons remplacer quoi? Nous voulons remplacer le prix. Donc vous ouvrez encore les parenthèses, comme ça. Ici, donc, là, je vais mettre ça là, c'est mieux comprendre. Ok. Donc, la première ligne, ça, c'est le critère de recherche. Donc, vous lui dites, va rechercher le produit qui a pour ID, celui-ci, et virgule. La deuxième accolade que je suis en train de mettre ici, c'est ce que vous voulez modifier. Donc, nous, dans cette accolade-là, on va dire tu vas modifier le prix. Et cette fois-ci, le prix va passer à 3000. Donc, je répète. Les premiers éléments qui se trouvent dans cette accolade-là, ok, ça, c'est le critère de recherche.
Et le deuxième, ben, ici, c'est les éléments à modifier. Et si on lui dit de modifier uniquement, ben, 3000. Monsieur, Oui. il y a une question. Parce que l'ID, object ID, est-ce que ici, si on utilise, bon, il faut une raison pour ça. On peut utiliser label banane pour Oui. voir le critère de recherche. Tu Et puis, peux. on vient en bas, on veut modifier Exact. le nom. On veut modifier le nom. Exact. Par exemple, si je fais find, juste si par exemple je veux modifier tous les produits qui ont pour prix 2000, là je vais faire find et je mets critère de recherche, ce que je vais modifier. Là il va rechercher tous les produits par exemple qui ont pour prix 2000. Mais ici je vais juste modifier un seul produit, donc le critère de recherche c'est l'identifiant. Parce que n'oubliez pas, dans la majorité des cas, les bases de données, on modifie un fichier. Rare des cas, modifier beaucoup de fichiers en même temps. Bien que c'est faisable, mais c'est rare des cas. Souvent, c'est un seul fichier. Et le critère qui est le plus important, en fait, qui est le plus recommandé pour faire la recherche avec l'update, c'est l'identifiant. Parce que vous voyez que chaque objet, chaque document ici a un identifiant unique. Voilà, donc ici, il va rechercher uniquement ce qui correspond à notre identifiant, en fait. Vous comprenez, non? Ok. Et donc ici, on lui donne, on veut juste modifier le prix, hein, le reste, on va laisser comme ça. Et je vais taper Entrée. Eh bien, pourquoi il m'a fait une erreur? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? The document require atomic operation. Ah oui, oui. Il y a une chose que j'ai oubliée. Attends, c'est $1. Mais comment on met ça d'abord? Excusez-moi, je vais copier ça. On va mettre ça. Il y a $1 là, j'oublie. On va donner ça à GPT, on va voir ce qu'il nous propose. Il y a $1 là que j'oublie, on met. Voilà, il y a $1 que j'oublie en fait. Voilà ça, 7. Voilà, c'est ça que j'ai oublié en fait. Toutes mes excuses. En fait, 7 pour dire mets à jour uniquement. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Voilà là. Je reprends la commande là ici. Donc ici, je peux couper ça et remplacer par celui-ci. Donc voilà. Donc vous mettez le critère de recherche, celui-ci, d'accord? Et si vous mettez en parenthèse $7 pour dire voici les éléments, les propriétés du document à modifier. Et une fois que vous avez fini, ben, vous tapez Entrée et bien bam. Bon, j'ai changé, non? Ok, ne vous en faites pas. Ici, on voit comme si rien n'a changé. Hein. Oui. La modification. Oui. Sur le 7, là, vous voulez parler de la recherche. Ici. Si vous voulez changer par exemple le signe de label, tu ajoutes tout. Virgule, tu ajoutes tout ce que tu veux. Voilà. Ici, tu ajoutes tout ce que tu veux en fait. Voilà, 17 indique les champs à modifier sans remplacer le document en entier. Voilà, c'est ça. Maintenant, après, si vous voulez qu'il vous retourne ça automatiquement, là, vous devez ajouter Return Document After. Ça veut dire que après la modification, affiche-nous le document modifié. C'est-à-dire cette commande-là. Voilà, vous pouvez prendre ça. Ça, c'est pour dire, après, parce que vous voyez ici, il m'a retourné le document, mais avec le prix de 2000. Et pourtant, si je clique sur Produit ici, regardez, on peut voir, pourquoi il n'a rien fait? Je vais actualiser. Vous voyez qu'on peut voir ici que Banane a bien passé à 3000. Mais MongoShell nous a retourné, il nous a toujours retourné le fameux 2000. Donc si vous voulez qu'il vous retourne la mise à jour, il vous suffit de venir ici, d'ajouter virgule. Ok, vous mettez à la fin ici. Ce critère-là, return document, after pour dire que tu me retournes la mise à jour. Donc ici par exemple, je peux modifier 3500 pour qu'on puisse voir, vu qu'on a déjà 3000. D'accord? Voilà. Ici, je le redis et je le dis encore. Find one and update, c'est juste pour dire trouve le premier et mets à jour. Si on voulait tout un critère, on pouvait supprimer find by update là comme ça. Laissez juste find, ok. Et ici, ce que ça va faire, c'est quoi? Il va trouver, il va modifier et il va retourner après. C'est la même chose, d'accord? Et si vous voulez ajouter, par exemple, on veut modifier le nom, bien la quantité, on va dire c'est quantité qui était 12, mais on va incrémenter ça à 20. Un exemple basique. Et donc, toutes les propriétés que vous voulez, c'est dans cette là, vous allez commencer à le mettre, les gars. C'est bon? Ok. Et donc là, une fois que vous avez fini, hein, non, excusez-moi, c'est find, c'est update. Si on enlève, c'est update. Donc, permettez-moi, je copie tout ça. Excusez-moi, je copie tout ça, j'ai fait une petite erreur.
Voilà, c'est point update. D'accord? Vous avez update one et update many. Update one, c'est si vous voulez juste voilà, utiliser update one. Mais find one and update aussi sa fonction. Vous voyez qu'on a fait tout à l'heure. Il va trouver le produit, ensuite il va le mettre à jour. Mais si vous voulez juste utiliser find, update, ben, vous avez produit.update one. Update many, si on veut modifier pour plusieurs critères, plutôt plusieurs produits ayant le même critère. Voilà, update one, c'est pour un produit qui a un seul critère. Et ici, on peut coller ça comme ça. Et c'est que ça va faire quoi? Il va rechercher ce produit et il va le modifier. Et regardez, j'enregistre et bam. Et vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il nous a retourné, il nous dit que le produit a été modifié, insert, machin truc. Si je viens sur produit, on peut maintenant voir, hein, je vais actualiser ici. Regardez, on a 3500, la quantité passe à 20. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez faire find one and update, tout comme update one, tous les deux, ça marche légal. C'est bon? Donc, vous avez les deux possibilités. OK. Parfait. Bon, là, c'est bon. On a vu comment on insère, comment on lit les données, comment on recherche un document, comment ici on modifie un document. Alors, il nous reste un élément, comment on supprime un document. Et demain, nous allons parler des agrégations, c'est-à-dire des petites relations, comment faire, par exemple, un utilisateur, afficher un utilisateur avec les produits, par exemple, que l'utilisateur a eu à commander, par exemple. Ça, on appelle ça des agrégations. C'est un peu des opérations un peu plus complexes, mais ça, nous le ferons demain avec vous. Voilà. OK, mais nous le ferons directement dans du JavaScript. Vous ne pouvez pas traîner sur MongoDB. Les commandes les plus importantes que vous devriez savoir sur MongoDB, ben, c'est ce que je viens de vous montrer. Créer une base de données en faisant use suivi du nom de la base de données. Créer une collection en faisant db.createCollection. En parenthèse, hein, entre griffes, mettez le nom de la collection. C'est ça, non? Nous avons vu comment créer un document en faisant db. Le nom de la collection. Insert. Vous avez insert one pour insérer un seul objet et insert many pour insérer un tableau d'objets. OK? Nous avons aussi vu comment on affiche la liste des collections en faisant show collection. Ça va nous afficher la liste des collections de notre base de données. Ben, nous avons vu comment on lit, on affiche tous les documents qui se trouvent dans une collection en faisant db. Le nom de la collection .find. C'est pas ça? OK. Et nous avons aussi vu comment on affiche juste un document ou bien deux selon un critère, db.find suivi du critère à rechercher. Et là, nous venons de voir comment on le modifie. Parfait. Avec deux méthodes, vous avez find one and update et find et update one. C'est bon, les amis? OK. Maintenant, si je dois supprimer alors, l'opération la plus cruciale dans une base de données, c'est la suppression. Comment est-ce que si je voulais supprimer ce produit avec lequel on est en train de travailler? Bon, je vais dire, je vais supprimer, comment il s'appelle la collection? Je vais supprimer les mangues. Mangue. J'ai besoin de supprimer la mangue. OK? Comment est-ce que je fais pour supprimer la mangue? Donc déjà, je copie son identifiant. Donc je vais faire copie de tout ça pour gagner en temps. Je le copie. OK? CTRL-C, ici, clic droit, malheureusement, ne marche pas, c'est CTRL-C. Je le copie. Alors, si je veux supprimer, oui. On fait db. Le nom de la collection. OK, db. Le nom de la collection. Produit, OK. Delete. Exact. Vous avez delete many et delete one. Delete many, c'est pour supprimer beaucoup, c'est-à-dire un tableau en fait qui répond aux critères. Et vous avez delete one pour supprimer juste un seul objet. C'est bon? Et en parenthèse, et si vous collez, ben, qu'est-ce que je viens de faire? Entre accolades, bien sûr, vous collez le critère qu'il va rechercher. Après, vous avez aussi find one and delete. C'est-à-dire, trouve d'abord, ensuite je le supprime. Ça marche aussi. Voilà, vous avez delete one, vous avez find one and delete. Tout comme vous avez delete many pour supprimer un ensemble qui respecte, par exemple, je prends un exemple basique, si je voulais supprimer tous les produits qui ont pour prix 2000,
Ok, là, je devais dire delete many et je mets ici prix 2000. Donc, il va supprimer tous les produits qui ont pour prix 2000. Ce que moi je dis, c'est que Voilà. si tu veux supprimer un seul, mieux c'est d'envoyer l'ID. Et puis si tu veux supprimer plusieurs, tu peux Tu prendre prends, les noms. exact, tu peux prendre un autre critère qui, Ouais. en fait, qui se C'est répète. voilà. Voilà. Mais si tu veux supprimer un seul objet, on utilise son identifiant en fait. C'est bon. Et là, regardez, on a bien dans la mangue, non? Je vais taper entrée. Et oui, vous voyez, il me dit delete science. Ça veut dire qu'il a supprimé un truc. Maintenant, si je fais maintenant, regardez, on va voir est-ce que ça a vraiment supprimé. Je vais faire db.produit.find pour qu'il m'affiche d'abord la liste de tous les éléments. Et je tape entrée. Vous voyez qu'on a maintenant que deux. On a pomme et banane. On n'a plus mangue. Ça a été supprimé. Et je tiens par là à dire, les opérations de suppression, les gars, faites attention avec ça. Parce que ce sont des opérations très cruciales. C'est pourquoi vous allez voir que comment on appelle ça, dans les applications, on vous pose toujours la question si tu es sûr de vouloir supprimer ou pas. Parce qu'une fois que vous l'avez supprimé comme ça, c'est perdu pour toujours. Ok? Donc, faites attention. La modification, on peut toujours y revenir derrière, mais la suppression, c'est zone danger. C'est bon, les amis? Donc, voici un peu l'introduction à MongoDB que je tenais à vous montrer. Vous voyez que les commandes ne sont pas assez compliquées, les commandes sont très facilement abordées. Donc, ce que moi je peux vous demander, c'est d'aller le répéter à la maison, d'aller le retravailler à la maison. Ok? Travailler, répéter à la maison. Parce que je tiens déjà à vous le dire, comment vous appelez vos projets que vous êtes en train de faire, voici la base de données que vous allez utiliser, ça sera MongoDB. Donc, répétez ces commandes, répétez et répétez. Demain, nous allons voir les agrégations et voir comment est-ce que, comment on appelle ça. D'abord, on va voir comment est-ce qu'on utilise notre MongoDB dans une vraie application dans notre backend, comment le backend fait appel à cette base de données, ok, et comment le front-end récupère les informations. De cette base de données, on va utiliser ce qu'on appelle par Mongoose, qui est une bibliothèque créée par MongoDB pour faciliter en fait la migration, en fait, pour faciliter les échanges de données. Voilà. Mais ces commandes, répétez-le les gars, ça va beaucoup vous aider à l'avenir. Vous voyez que ce n'est pas des commandes aussi compliquées. Vous avez les DB1, DB machin truc. C'est du JavaScript, ça. Voilà. Vous avez dit les agrégations, c'était quoi? Les agrégations, c'est ça qui va nous permettre de faire des opérations un peu plus complexes, comme par exemple afficher les utilisateurs avec leurs commandes, afficher par exemple le nombre de personnes ayant acheté par exemple une pomme. Ça, c'est ce qu'on appelle par les agrégations. Et ça, demain, nous le ferons. Mais comme j'ai dit, nous n'allons pas le faire directement dans MongoDB ici. Bon, si le temps nous le permet, je vais vous montrer comment le faire avec des commandes MongoDB. Mais après, nous allons beaucoup plus le faire dans l'application directement. Monsieur, j'ai une question. Oui. Ici, comme ça, monsieur, parce qu'on voulait supprimer, on a supprimé l'élément. Mais monsieur, maintenant, si on veut supprimer maintenant l'élément, on ne veut pas supprimer l'élément, maintenant l'élément, on veut supprimer peut-être le prix. Là, on vient, on précise prix. Puis tu mets prix nul. Par exemple, si je veux retirer le prix, excuse-moi, par exemple, si je veux retirer le prix de banane ici, un exemple, pour répondre à ta question. Donc ici, je veux dire find one and update. Ok, je reprends la commande qu'on a faite tout à l'heure. Je vais prendre ça ici pour gagner en temps. C'était même où la commande en question. C'est là. Puisqu'on a même identifié, donc je prends la même commande. Je colle ici. Par exemple, prix, je vais mettre nul. Pour dire que prix, voilà, c'est du nul. Bon, on n'a pas besoin de quantité, non? On a juste besoin du prix. Donc là, si je tape entrée, tu vois, il me dit prix nul. Est-ce que ça a été enlevé? Je ne sais pas, on va voir. Si je viens sur produit et j'actualise, voilà, prix nul. En fait, prix n'existe pas en fait. C'est bon? Mais prix nul. Ça veut dire que ça n'existe pas du tout. Voilà, le prix n'est pas encore statué. Exact.
On ne connaît pas encore le prix, donc c'est nul. Ok. Donc maintenant, quand il va venir, il modifie maintenant, il fait un update et puis ensuite le prix là. Oui, oui, tu dis prix par exemple 2000, 5000, il va automatiquement faire la mise à jour. C'est pas difficile en soi. Ok. Et autre question? Y a-t-il une autre question? Tu dis? Ça va? Hein? Non, laissez-le comme ça. Bon, cette commande-là, c'est un peu compliqué. Là, vous devez faire find and replace. Voilà, find one and replace. Ça va remplacer tous les éléments qui se trouvent dans votre truc. C'est-à-dire, vous devez remplacer label et quantité, mais vous ne mettez pas prix. Ce qui va se faire quoi? Il va prendre le label et la quantité sans le prix. Parce que quand vous dites replace, ça veut dire remplace tout l'objet par les nouvelles propriétés en fait. Or, update, il va faire quoi? Il va juste récupérer, en fait, il va juste modifier ce que vous voulez qu'il modifie en fait. Tu comprends, non? Voilà. Donc c'est ça la différence en fait. Mais le fait de mettre nul, c'est déjà quand même important. Ça permet de savoir qu'il y aura un prix plus tard. Mais après, vous savez, les prix par défaut, on met 0, 2, 3, 4. Voilà. Demain, vous allez voir quand on va créer ça dans notre backend Next.js. Vous allez voir que par défaut, les prix, les quantités, on donne 0, 0, 0, les dates, etc. et autres. Voilà les amis. Ça va pour tout le monde? Ok, donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Voilà, on va se reposer un peu, j'ai mal à la tête. On va se reposer et demain, nous allons continuer. Nous allons commencer par voir les agrégations et voir comment le faire avec notre backend.